prêt à réfléchir un peu à la manière dont on pourrait offrir des alternatives à la domination de la voiture individuelle et fonctionnant au pétrole dans le contexte de la nécessaire transition énergétique. Le transport est un sujet, en particulier quand il s'agit de transition énergétique, particulièrement ardu et on peut dire que sans doute le problème le plus réputé, le plus difficile à adresser quand il s'agit de transition énergétique dans le domaine de la mobilité, c'est la mobilité, disons, en grande périphérie urbaine. Donc on va tâcher d'explorer ces enjeux autant que faire se peut dans un temps limité, en 1h30. Alors j'ai le plaisir pour cela d'accueillir Jean-Pierre Farandou qui dirige la société Keolis. Florian Rey qui représente une start-up qui s'est spécialisée, qui s'est lancée dans l'aventure du covoiturage local qui s'appelle WazeUp, c'est comme ça qu'on dit. Okay. Andrea Brucci qui nous arrive exprès de Milan où il dirige la planification de la mobilité pour la métropole milanaise. Qui va nous expliquer en quoi Milan est assez différente de ce point de vue-là des modèles d'urbanisme et de mobilité en Italie. Et puis, last but not least, Francisco Luciano, qui travaille pour le Shift Project, qui a travaillé pendant plus d'1 an avec le Shift Project pour tâcher de dimensionner et d'apporter des éléments de réponse à la question posée, qui est effectivement, comment est-ce qu'on peut apporter des alternatives à l'archidominance toujours de la voiture individuelle et à essence en grande périphérie urbaine. Donc je vais commencer par lui donner la parole pour un peu poser les enjeux du problème. Francisco a donc travaillé pour le Shift Project que je dirige, que j'ai l'honneur de diriger, qui est une association d'intérêt général, une association de loi 1901 qui tâche humblement de contribuer à éclairer le débat sur la transition énergétique. Voilà, bon, comme on a 1h30, mais ça passe vite, je vais tout de suite donner la parole à Francisco, qui, tu as eu une dizaine de minutes un peu pour nous donner les grandes lignes des conclusions et des recommandations auxquelles on est arrivé au terme de ce travail. On va voir si ça marche, et ça marche très bien. Oups, non, ça marche pas si bien que ça. Ça, c'est l'autre présentation. Si vous voulez, je vous parle de Milan, mais ça va être un peu... il faudrait mettre l'autre... Petite erreur dans la disposition des slides. Pour gagner un peu de temps, j'espère qu'on va avoir la bonne présentation après. Donc oui, c'est un travail collectif que nous avons fait. L'objectif était simple dans son énoncé, c'était essayer l'ADE. Là, il y a quelque chose d'autre qui arrive et on va voir. On n'est pas remis au début, je crois. Bon, l'idée était là d'analyser les manières de réduire les émissions de CO2 dans les zones périurbaines en France. Ça, c'est le point de départ. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons étudié plusieurs domaines d'action, plusieurs manières de réduire les émissions. Et puis, nous avons quantifié l'impact potentiel que ça pouvait avoir. Ça serait beaucoup plus simple avec la présentation, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Ça va se régler. Voilà. Et voilà, super. Donc, le périmètre de l'étude, comme je vous disais, nous nous sommes concentrés sur la mobilité locale, donc pas la longue distance, les zones de moyenne densité, le moyen terme, donc des mesures qui sont faisables là à l'horizon 10 ans, on va dire. Et pour la partie quantification sur le CO2, nous n'avons pas quantifié les polluants, par exemple. Et par rapport à cette définition des zones de moyenne densité, c'est comme Mathieu le disait, ce sont ces territoires en dehors des grandes villes, mais qui ne sont pas la campagne non plus. Quand vous voyez là cette carte, c'est la partie en bleu d'ailleurs. Hein. Vu comme ça ne fait pas grand-chose. Ça fait 11% là du territoire, mais il faut savoir que dans ces 11%,
il y a 40% de la population métropolitaine et à peu près 40% aussi là, des véhicules kilomètres, donc des trajets qui sont réalisés en voiture et des émissions. Donc c'est un gisement assez important et c'est pour ça que nous avons décidé de le traiter. Un tout petit peu là, des théories. Quand on veut réduire là, les émissions de CO2, qu'est-ce qu'on peut faire? Les émissions de CO2 proviennent quoi? Des véhicules qui bougent et des véhicules qui émettent un certain nombre là, des grammes, des kilogrammes, des tonnes de CO2 par kilomètre. Bon, des tonnes par kilomètre, c'est un peu difficile. Les véhicules kilomètres sont quoi? Ça provient là, des trajets que nous faisons nous tous, les personnes kilomètres, dans le jargon technique, divisés par le nombre de personnes que nous avons par véhicule. Ces trois variables nous donnent un peu trois petites molettes que nous pouvons tourner pour réduire là, les émissions de CO2. Nous pouvons soit réduire les déplacements, bouger moins. Nous pouvons augmenter le nombre de personnes par véhicule ou nous pouvons réduire les émissions de CO2 par véhicule kilomètre. Il y a ces trois molettes et n'oubliez pas là, ces petits schémas parce que parfois quand on voit là, des innovations, on se demande là dans quel sens on est en train de tourner les fameuses molettes. Ce que nous avons fait, c'était étudier là d'une part pour la réduction des personnes kilomètres, le télétravail, la distribution des achats, donc remplacer là, les trajets à l'hypermarché par une tournée avec une camionnette. Nous avons étudié là, le covoiturage, nous avons étudié là, les transports publics express, que ce soit là, des bus roulant sur des autoroutes, que ce soit là, évidemment là, les trains de périurbains. Et pour la partie réduction là, des émissions par véhicule kilomètre, nous avons étudié là, surtout là, le système vélo. Pourquoi est-ce que je dis système? C'est par analogie avec l'expression là, système voiture, etc. Donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement là, le véhicule, c'est tout ce qui va avec, c'est toute l'infrastructure qui va avec, la réglementation qui va avec, etc. Et trois types de scénarios, vous allez trouver là dans le rapport. Un scénario de référence, comme pour tout travail de modélisation, qui tient compte de deux choses, grosso modo. De l'évolution de la démographie en France et aussi de l'évolution du parc automobile. Des prédictions qui ont été faites par l'ADEME, qui est une agence du gouvernement français. Après, il y a deux types de scénarios que nous avons étudiés pour chaque domaine d'action. Des scénarios dits volontaristes, c'est toute une série de mesures qui nous avons jugées réalistes mais ambitieuses. Et puis des scénarios de type potentiel maximal. Dans ces cas-là, nous avons vraiment essayé d'aller jusqu'au bout de la logique de chaque domaine d'action. Et nous avons essayé d'imaginer qu'est-ce qui se passe si par exemple, tous les jours de travail télétravaillables sont télétravaillés. Qu'est-ce qui se passe si tous les trajets covoiturables sont covoiturés? Et qu'est-ce qui se passe si tous les trajets cyclables sont réalisés à vélo? Pour vous donner là un tout petit peu là. Donc la démarche, nous avons défini là, le scénario de référence et après nous avons étudié individuellement chaque domaine. Donc le télétravail, la distribution là, des achats, le système vélo, le covoiturage et les transports publics express. Qu'est-ce que nous avons fait après? Nous avons combiné tout ça pour voir qu'est-ce que ça donne quand on combine tous les scénarios, quand on fait tout ça d'une manière cohérente. Le résultat. Et le scénario de référence, déjà en 10 ans, entre 2016, qui était notre année là, des départs, et 2026, donne une réduction d'environ 20%. Donc ça, c'est la réduction qui est due surtout à l'évolution du parc automobile. La combinaison de tous les scénarios volontaristes donne une réduction possible là, des émissions de CO2 d'environ 40%. Et la combinaison là, de tous les scénarios des types potentiels donne une réduction potentielle de 70%. Voilà pour les bonnes nouvelles. Et ça continue. Deuxième bonne nouvelle. Ça, c'est, avant de passer à la deuxième bonne nouvelle, un petit détail là, de la contribution là, de chaque domaine d'action. Quand on regarde, n'oubliez pas le bleu, c'est le potentiel maximal, le vert, c'est volontariste. Dans le cas là, regardons d'abord le bleu, le potentiel maximal. De loin, le domaine d'action qui donne le potentiel le plus élevé, c'est le système vélo. Sans surprise, vous êtes en train de passer d'un kilomètre aujourd'hui, pour le parc automobile actuel en France, c'est environ 143 grammes
par kilomètre. Et là, avec le vélo, vous passez à moins de 8. Donc, évidemment, que chaque fois que vous remplacez un kilomètre de voiture par un kilomètre de vélo, il y a un gain très, très fort, même si les distances sont plus longues dans le périurbain, etc. Deuxième, si on regarde là les bleus, le covoiturage, aussi avec un énorme potentiel, à environ 27%. Après, les transports publics express. Donc là, aussi, un potentiel d'environ 8%, avec les trains et les bus express sur autoroute. Et puis, les tournées en camionnette qui ont un potentiel aussi similaire. Très faible, là, le potentiel pour le télétravail. Si on regarde la partie verte, là aussi, le système vélo a environ là, 15%, le covoiturage qui donne environ là, 7%, et les autres, là, beaucoup moins. Je vous disais qu'il y avait une deuxième bonne nouvelle, c'est nous avons étudié là, les coûts. Alors, les coûts, nous n'avons pas fait la différence sur le qui paye quoi. Un coût est un coût. Quand il y a une dépense, il y a une dépense. Si c'est moi ou c'est Mathieu qui la paye, ça, c'est un autre débat. Mais la question principale est de savoir combien est-ce que ça coûte. Là, vous voyez là, la synthèse de notre travail. En haut de l'échelle, donc tout ce qui est en haut, ce sont des dépenses supplémentaires par rapport au scénario de référence. Ce sont des dépenses qui sont liées à chaque domaine d'action. Et en bas, vous trouvez là les dépenses qui peuvent être évitées grâce à ce domaine d'action, toujours par rapport au scénario de référence. Grosso modo, les dépenses évitées sont des deux types. Les carburants que vous n'allez pas dépenser quand vous utilisez là la voiture et la moindre utilisation de la voiture. Donc une voiture a une vie d'environ 150 000 km. Quand vous l'utilisez moins, elle dure plus longtemps. Et pour la partie coût additionnel, ça dépend de chaque domaine d'action. Dans le cas du covoiturage, ce sont des serres de covoiturage, etc. Le transport public, c'est du matériel roulant, ce sont des pôles d'échange, etc. Dans le cas du système vélo, c'est l'infrastructure, etc. Alors, pourquoi est-ce que je vous disais que c'est une bonne nouvelle? Parce que dans tous les cas, sauf dans le cas de la livraison des achats, les dépenses évitées dépassent les dépenses supplémentaires nécessaires. Vous trouvez là tous les détails dans le rapport. On n'a pas trop le temps là de rentrer dans les détails. Ça représente un gain de pouvoir d'achat pour les gens. Enfin, c'est de l'argent. Yes. C'est l'économie pour les ménages. Voilà. Ça, c'est tout simplement pour ne pas s'oublier là que tous ces coûts que vous trouvez là sont des coûts directs. Il n'y a pas d'externalité monétarisée dans ces calculs. Par exemple, dans le cas du système vélo, si on rajoute l'impact sur la santé en utilisant la méthode HIT de l'Organisation mondiale de la santé, ça donne 3 milliards de plus que vous ne voyez pas sur ce graphique. Alors, changer quoi? Changer comment? Changer quoi? Pendant toutes les discussions, nous avons beaucoup parlé, on se rend compte là qu'on parle là beaucoup des moyens. Mais en réalité, là, le vrai changement, et je ne peux pas rentrer dans tous les détails, c'est changer là les objectifs. Et ça, c'est une image qui provient d'une revue que vous pouvez trouver d'ailleurs ici à la sortie. C'est très, très green tech. C'est un peu là, le type d'image que nous voyons là tout le temps, de prendre là l'existant, la voiture, le système voiture tel qu'il est, et le remplir là des fleurs, de mettre du gazon sur les autoroutes et envisager là un futur qui consiste à changer un tout petit peu la donne et continuer un tout petit peu comme avant. Donc, nous considérons là que le vrai changement consiste à changer les objectifs. S'agit-il de changer d'un mode de transport? Non, c'est plutôt là un changement d'un mode de vie. On voit qu'il y a là des liens très très forts, même si dans nos calculs, nous considérons seulement là le changement d'un mode de transport. Chaque changement de mode de transport va accompagner par un changement de mode de vie. Ça change là les destinations, ça change là les motifs même de certains déplacements. S'agit-il de changer d'attitude? On parle beaucoup là des pédagogies, etc., etc. Et il y a des études, notamment là, de l'Université de Delft, etc., qui montrent là, que dans le domaine de la mobilité, c'est plutôt un changement de comportement qui va conduire à un changement d'attitude. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais donc c'est une conclusion qui a beaucoup d'importance pour la politique publique, parce que ce n'est pas en faisant là, des campagnes pour simplifier, pour être caricatural, qu'on va changer là les choses, il faut agir sur le comportement. S'agit-il d'une question d'argent? Vous avez vu là le graphique que je viens de vous montrer. En théorie, c'est génial de faire du covoiturage, de faire du vélo, etc. Et pourtant, les gens ne changent pas des comportements. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question des valeurs, des cultures, des représentations. Petite image là de quelque chose qui a fait beaucoup de bruit là, et la vision là du monde de l'automobile, du monde là du cyclisme, etc. Changer comment? Et je conclus par ça. D'une part,
Oups, pardon, je suis allé trop vite. C'était quoi la photo? J'ai pas compris, moi. Je voulais faire court, pardon, c'était pour la... Non, mais qu'on puisse expliquer. Bon, alors, pardon, je ne sais pas comment on fait. Non, oups. C'est un bon, c'est parce que tu demandes. C'est un match entre France et Pays-Bas. Excusez-moi, là, c'est un sujet un peu franco-français, mais pas que, parce que ça concerne les Néerlandais. C'est tout simplement une pub des Volkswagen lors d'un match. Il faut lire en bas, voilà. Oui, et on dit on ne va pas laisser un pays de cyclistes nous barrer la route. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit dans les deux sens. Ça a polarisé, comme on dit, les réactions là, des gens. Donc on voit là voilà, ça signifie là pas mal de choses. Mais on peut la discuter après. Puis, changer comment? La synthèse de notre étude. D'une part, là, le type là, des changements dont nous avons parlé, là, les 40%, les 70% dont on parle, évidemment, que tout ça n'est pas possible si on n'agit pas à une échelle ambitieuse. Ce n'est pas forcément une question là, des high-tech, c'est une question là, d'échelle. Deuxième takeaway, entre guillemets, l'approche systémique. Comme j'ai essayé d'expliquer, c'est la combinaison de toutes ces solutions-là qui va donner l'impact dont nous avons parlé. Et la troisième leçon de tout ce travail que nous avons fait là, pendant 1 an et demi, c'est qu'il faut absolument là, plus d'imagination et plus de rigueur. Pour moi, ce n'est pas du tout paradoxal, ce n'est pas un oxymore. L'imagination, c'est pour imaginer pas des nouveaux gadgets, mais pour imaginer là, un avenir qui soit compatible avec les contraintes qui sont les nôtres, et de faire tout ça avec beaucoup de rigueur, de chiffrer, d'essayer toujours là, de faire la part des choses. Je m'arrête là et je vous mets tout simplement là ça pour vous dire là, que vous trouvez là, le rapport et la note méthodologique sur le site du Shift. Merci beaucoup, Francisco. C'était pas évident de résumer ça en 10 minutes. Plus d'un an de travail et de consultation, c'est réussi. Avant de passer la parole à Andrea Brucci, je voudrais juste proposer rapidement à Florian Rey et puis à Jean-Pierre Farandou de réagir peut-être sur cette notion de changement de vision de la mobilité, changement de comportement. Comment est-ce que vous considérez un peu rapidement cet enjeu décisif et qui semble être assez énigmatique en fait et compliqué. Peut-être Florian d'abord et puis ensuite Jean-Pierre Farandou. Il ne marche pas du tout? Bah, décidément. De notre côté, chez WhatsApp, je vous présenterai tout à l'heure de toute façon ce qu'on fait exactement. Mais sur les changements d'habitude, effectivement, c'est quelque chose qui doit vraiment être accompagné. On accompagne beaucoup, nous, nos partenaires, sur les changements d'habitude pour que les utilisateurs puissent effectivement aller vers ces nouveaux types de mobilité. Donc on a différents leviers. Il y a bien sûr la communication et il y a aussi des mesures incitatives et notamment financières aussi qui, pour nous, peuvent être mises en place pour pouvoir favoriser ce changement d'habitude. Oui, moi je voudrais peut-être aussi compléter l'exposé, j'allais dire un peu clinique, hein, qui a été fait, peut-être par mettre un peu de chair sur ces territoires. Il faut les décrire un peu, ces territoires. Il y a des enjeux de... On voit qu'ils sont un peu du nini. C'est pas vraiment le centre-ville et c'est pas vraiment la campagne. Voilà, donc ils sont un peu dans cette zone-là où on ne sait pas trop les définir. Deuxièmement, il y a moins de densité, mais il y a quand même, il peut y avoir des cités. Donc on voit qu'il y a une très grande hétérogénéité. On a vu des pavillons de banlieue sur l'image, mais il peut y avoir aussi des cités. Troisième idée, on peut avoir autour des grandes villes, parce qu'il y a souvent une grande ville qui dit périurbain, dit urbain, donc il y a quelque part une grande ville qui n'est pas très loin, la notion de polycentrisme. Hein. Est-ce qu'on a une espèce d'archipel avec une grande ville au milieu et puis des pôles qui sont autour? Troisièmement, ce sont des endroits où on a à la fois de l'habitat, on a de l'industriel, on a des centres commerciaux. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. On peut avoir des grands équipements sportifs, des grands équipements culturels, avec des flux qui arrivent là-dedans, voilà, etc. Donc, ce sont des endroits qui se caractérisent par une très grande hétérogénéité, en fait. Souvent, il y a un enjeu social. On peut aussi croiser ces zones-là avec des gens qui habitent là parce que parfois le foncier était moins cher, donc ils se sont éloignés, qui mettent du temps pour rejoindre les centres-villes. Il y a des enjeux de contraintes de vie, il y a des enjeux de coûts. Donc il y a cette dimension aussi sociale. Voilà, je veux dire ça parce que ces 40% de population, c'est peut-être pas les plus favorisés non plus. Voilà, donc on leur doit encore plus quelque part une approche et on sait bien que c'est l'endroit où aujourd'hui les solutions sont les moins efficaces. Donc il y a une espèce là d'effet de ciseau entre des gens nombreux
divers, qui ont des besoins importants, pas très bien traités aujourd'hui. Et là-dessus, voilà, on est encore plus challengé pour apporter des solutions. Voilà, on leur doit encore plus des choses. C'est ça que je voulais exprimer dans cette première partie où on pose la problématique. No, I guess it's. Ouais, quand vous dites c'est beaucoup de monde, on peut préciser, je crois qu'il n'y a pas eu le temps de le dire, que c'est 40% de la population en France qui habite dans ces zones de grande périphérie. Andrea Brucci, je vais vous donner la parole en français parce que vous m'avez dit que vous compreniez très bien le français mais que vous n'osiez pas vraiment vous lancer, donc vous allez faire votre Bonjour, exposé. Mesdames et Messieurs, désolé, je ne parle pas français, j'ai compris, mais je ne parle pas. So I will be answering in English, I'm sorry. Yes. Vous êtes en charge de la planification de la mobilité dans l'agglomération milanaise. Et voilà, je vous donne 10 minutes pour nous expliquer pourquoi c'est différent la manière dont vous planifiez le développement urbain de Milan du point de vue de la mobilité. Et pourquoi là, on a des réflexions et des clés intéressantes par rapport au débat qu'on pose aujourd'hui. Get 10 minutes, roughly. Okay, so Thank you good very morning much. once again. And this is my presentation. We'll be speaking about the case of Milan, which has been a remarkable case of improving the modal shift, diverting it from private to public. And it's been a successful example in Italy, unfortunately one of the few ones so far. Just a very quick facts about my company. My company is an engineering company founded more than 6 years ago to plan Milan's metro network. But then over the decades, we've been evolving to a more diversified company, taking care of transportation in general and also water and social housing to other branches of the company. We do basically all mass transit systems like metros, railways, LRTs, and so forth. We are able, and that's a point of strength of the company, to follow the process from the concept to the construction management across all the levels, feasibility studies, planning, detailed design, so forth. Personally, I take care of mobility consultancies and feasibility studies. And we've been starting in the recent years to export ourselves around the world in trying to internationalize the company. Milan, of course, it's an important case because it's the largest Italian metro area and it's economic capital as well. It's a large metro area, of course. It's not as big as Paris, but if you skip Paris and London, it's basically the third metropolitan area of Europe, together with Madrid, and it's a big city. I mean, 1.4 million inhabitant municipality and more than 5 million metro area. But the most important thing is that recently it has started to grow again, also the inner city. I mean, the population growth in the metro area has always been constant. But in the last years, there's been an inversion of the process. People are starting to keep on living in the inner cities like they were escaping from years ago. We are, of course, economic capital of Italy, so more than 1/5 of the gross product of the country is produced in Milan's metro area. All the stock exchange and so forth. And we are most international city of the country, so it's really complex and dynamic metro area. The main fact is that in this recent year, we've been pointing and betting on urban requalification, making neighborhoods and new neighbors more livable for people based on the concept of having wide pedestrian spaces, much more public green, no more cars and everything. And in opposite to the real estate speculation of the 60s, 70s, and the 80s, these new real estate developments are completely sustainable in the sense that they've been growing on major mass transit system nodes, which will be implemented in this slide. For example, you see the most important so far, and the numbers are just indicating the numbers of passengers per hour that the public transport is able to deliver in 1 hour. So you see, for example, top left, there's a new central business district designed by the most famous Archistars.
but it has been conceived over the major mass transit network of the city, which nowadays is able to carry more than 160,000 passengers per hour, and will be improved to more than 200,000 passengers per hour in the close future, in the next future, as well as City Life and the others. For example, there's Westfield is going to plan the largest commercial mall in Italy and in Europe as well in a few years, and it will be strictly joining a new high-speed rail station served by the extension of the metro network. Oh, wait a second. Okay. And of course, probably many of you have come to Expo 2015, the World Exposition, which is just next to Milan's Fair. And of course, once the exposition was over, would be developed and changed and rearranged as a scientific park. Also in this case, all of this real estate development have been based on the major station and the major transportation node. And it's not over yet. In the future, now we have this rail yard agreement. What is this rail yard agreement? Basically, it's an agreement between the municipality and the national railways that are selling basically all the rail yards that are not used anymore because the most important railway technical functions are being moved to the metro area. And they represent an extraordinary occasion of urban revamping and refurbishment. And also in this case, their refurbishment would be directly related to the extension of the mass transit network, metro, LRT, and especially suburban railways. And also in this case, you see the progresses that we're expecting in terms of passengers per hour able to be brought directly to the new spaces. And these new spaces will be worked like hubs for the metro areas in which a special function will be located in the way that it would be easy to reach those functions from all over the metro area and the region as well, thanks to the suburban lines. This is Metro Network. It's a remarkable one. Nowadays, we're counting 4 lines and more than 100 kilometers and 113 stations. So it's a massive network, actually. And it's basically the 7th of Europe, all in terms of station and length. And in Europe, there are more than 50 networks. We are still in the top 30 in the world. In the world, there are something like more than 200 metro networks. We are extending it, of course, and we have been remarkable improving in the last years. Not only metros, of course, we have suburban lines that they are basically organized. You see this red line crossing the city northwest to southeast is working like the ROR system, for example, and is gathering together all the suburban lines from the northwest to the southeast. And then we have this belt line and then other suburban lines that are going to the terminal. And of course, this is a massive system because of the standards of trains, 250 meters platforms and trains as well, underground, often deeper than the metro network itself. And this is an example of what I was meaning when I say it's a remarkable example. This is a situation in 2017, how it will be in 2025. You see that, for example, the metro network, we have had an extraordinary developing, also considering, you know, the Asian standards, for example. We've been having a more, almost 1/3 increase in just 5 years, 50% expecting in 12 years, and more than 37% in 10 years. And also the suburban rail networks is going to expand by 42% of the capacity within the year 2025. And this is a sustainable mobility plan. It's been the first in Italy. In Italy, it's mandatory for the municipality with more than 10,000 inhabitants to have a mobility plan. But Milan has been the first in calling these plans, adding an S to the acronym. Now it's a sustainable mobility plan. It has been made, of course, by the municipality, but my company and me, actually, specifically, we have been working as consultant for the making of the sustainable mobility plan, whose goals are basically extend full coverage and shift modal split, enhancing green mobility and discouraging cars and carbon, and recover public space, making the city and the metro area as well more livable for people. That's why, by the way, people are starting again to enjoy living in Milan. Once upon a time, in the inner city, people were just commuting. People were escaping. To give an example of the proportion of the phenomenon, when I was born in 1975, the inner city reached the maximum of population with almost 1.8 million inhabitants. Then we lost something like half a million inhabitants over almost 1.8 in just oh, sorry, I thought they were going to say that. I went too long. 500,000 inhabitants lost
in just a few decades till the year 2010, 2011. After 2011, can you hear right? No. oh my God. Just hold on a second. Go ahead, Okay. please. So that was a process that was looking like being unarrestable. Well, we have arrested it. Since 2011, there's been a Copernican inversion of the process. People are starting to move from the region and the metro area to live again in Milan and not only commuting. So we've been gaining something like 50,000 people per every 2 years. The minimum was reached in 2011, and we were just 1.2 million. Nowadays, we already have recovered and catch up. We are 1.4 million, still growing. And especially we're speaking about people between 18 and 45 years old, so working people really coming to work and live in the city. Result. Of course, I can tell you everyone is able to come here and say we've been good in improving metro network and suburban railways and so forth. But in this case, in Milan's case, we have the proof that we've been successful. This is an example of how the modal split changed in recent years. And please notice that unfortunately, Italy is really in a rear as a country compared to France for what concerns public transport. Public transport, unfortunately, my heart is bleeding in saying it, but in Italian city is often a complete disaster, especially if you consider a capital city, Rome, which is the most motorized city all over Europe with more than 70 cars per 100 inhabitants. So in general, in Italian city, public transport, if it gets 20% of the share, Italian people say it's a good system, it's working very well. In Milan, it's absolutely an exception. You see that nowadays we have more than 57%, actually we have 60 because those data are related to 2013, but in 2013, public transport get to 57% of the share and cars only 30%. In Italy, it's something scientifical, really, believe my words, scientifical. In Italy, when they say moving means cars. In Milan, completely different history. We're working like a Northern European city or Western European cities. And it's improving as well. Also in the metro area, where of course the share of cars is higher. In 2013, we still didn't get to 50%, but at least public transport has the majority with 48%. And adding it to the cycle mode, we passed 50% of green modes to move around metro area. And the process is still growing. And last slide, see an example. You see, Rome today, numbers of cars per capita, is more than 70 cars per 100 inhabitants. Italy today is 68. Milan 10 years ago, 63. Milan today is 2013, is 52. Now we are shifting below 50, which is basically the European average, and we're going to improve in order to reach the metropolitan areas of Europe standard, which is 42, or maybe one day, with God's help, the excellent result of Paris, where you just have 20 cars per 100 inhabitants. Will we be able to reach this goal? We think so, because nowadays we're stating that driving licenses are dropping, means that people are not that addicted to car anymore, dropping by 50% among youngsters between 18 and 21 years old. I conclude my presentation with two quotes. First is belonging to previous mayor of Bogota, which at the Metro Rail Congress say, a developed country is not a country where also poor have cars. It's a country where also rich use public transport. We do believe in this, we're working to improve. And of course, another quote of President Macron, and they say, let's make our planet green again. We believe in it. Thank you. Thank you very much for this excellent presentation showing some sort of a success story of the planification of the evolution of transportation in Milano. Je voudrais proposer à Jean-Pierre Farandou, qui dirige une société qui est présente dans le monde entier, de réagir brièvement à cet exemple d'évolution positive présentée par Andrea. Qu'est-ce que ça vous inspire en quelques mots? Et puis ensuite, je donnerai la parole à... La première conclusion, c'est que Milan, c'est pas vraiment l'Italie, si je comprends bien. Hein. Ça ressemble plus à l'Europe du Nord, et c'est pas complètement faux d'ailleurs. Hein. Je pense qu'au plan culturel, Milan est une des grandes villes effectivement européennes et très ancrée dans la culture européenne. La leçon qu'il faut retenir, c'est quand on veut, on peut.
On sent qu'à Milan, il y a une vraie volonté dans la durée des gens qui gèrent la ville, qui gèrent la métropole, d'orienter les déplacements vers les transports en commun. C'est ça qui est la clé. La clé de la mobilité, ça part quand même de la puissance publique, ça part des gens qui portent cette responsabilité devant leurs concitoyens. Et là, l'exemple de Milan, c'est une belle réussite d'un engagement public qui se traduit par des résultats. Et c'est vrai que les scores obtenus à Milan sont très impressionnants. Donc je voudrais dire bravo, bravo aux Milanais et bravo aux élus milanais d'avoir conduit cette politique qui porte des effets évidents. Francesco, un mot de réaction peut-être? Oui, non, juste une question. Ça marche, c'est tout? Oui, ça marche. Une question, Andrea. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, tu as très bien expliqué là, ce qu'on fait là dans le domaine plutôt urbain, mais autour des Milan, est-ce qu'il y a là des projets, notamment, est-ce qu'il y a des projets un peu en transversal, tu vois, pas des radiales qui vont vers là pour les commuters comme ça, mais des projets pour faciliter là, ou pour encourager l'utilisation des transports publics ou d'autres modes que la voiture dans la périphérie plutôt là des Milan. Est-ce qu'il y a des... Yes, that's basically the very top question, because as I'm saying, we're pleased about what we're doing, but the main challenge for the future is the metro area. Because honestly, those results that I've been showing, they're not, that improvable anymore within the city. Within the city, basically, yeah, we're going to have 2/3 of trips made by public transport in a while. The big challenge is the metro area. In the metro area, of course, we have to think about integrated transport, because if we think to serve the metro area with the same density of transport that we're using in the city, we won't make it. That would be meaning having the by far largest metro network of the world, or to support an expense in financing, for example, new railways, having environmental impacts, having social impacts, because it's very difficult. I mean, within the city, the demand justifies, for example, the underground choice. In the metro area, density is much lower. It doesn't, justify in cost-benefit analysis term the choice of going underground. So, but if you have to stay overground, you have to struggle with properties and people living there. So it's always complicated. The answer, we think, is integrated transport. Integrated transport in the sense of reorganizing, for example, LRT lines, bus lines, creating reserving lanes, expand the cycling. And I was just discussing before presentation started with my colleague here, speaking about sharing mobility. I have to say in this case, there's something that we could do much better. Shared mobility has been very successful in Milan too, but strangely, we started from the inner city where the need is much lower. In my opinion, and that was part of my consultancy for the Sustainable Mobility Plan, shared mobility should start from the metro area in order to let people that they don't have direct accessibility to the suburban rails or to the metro extensions to get there in a shared modality. So I think those will be the challenges of the future. Shared mobility, integrated transport, extending reserved lanes for public transport on surface, and cycling. Bon ben voilà une parfaite introduction pour votre propos, Florian. À vous de nous présenter un peu une des clés majeures pour adresser cette question de la transition de la mobilité. Hop. Donc WesUp, qui on est le leader français du covoiturage domicile-travail, avec plus de 100 000 trajets proposés sur notre réseau. Comment crée-t-on des réseaux locaux denses? Nous faisons des partenariats avec les entreprises qui proposent la solution à leurs salariés, et nous travaillons avec les collectivités qui vont subventionner les trajets et donc inciter au passage à l'acte. Nous créons en quelques semaines des réseaux très denses sur lesquels 8 salariés sur 10 trouvent des covoitureurs compatibles et pertinents par rapport à leurs trajets et à leurs horaires. Aujourd'hui, nous travaillons avec 100 entreprises partenaires depuis le rachat récent d'Opencar, qui était une start-up grenobloise également spécialisée dans le domicile-travail.
parmi nos clients, il y a le technocentre de Renault qui se situe à Saint-Quentin-en-Yvelines avec 10 000 salariés sur son site. Merci. Et par exemple, le groupe La Poste qui va réaliser en 2018 plus de 400 plans de mobilité. Aujourd'hui, on a 20 territoires densifiés et nous avons 2 expérimentations majeures qui sont en cours sur les territoires avec Île-de-France Mobilité et avec Orléans Métropole. Je vous en dirai 2 mots supplémentaires tout à l'heure. Donc, comment on est venu à créer une plateforme spécialisée dans le covoiturage domicile-travail? On est parti du constat de l'échec des plateformes traditionnelles qui avaient une technologie longue distance, alors qu'il y a vraiment des spécificités dans le covoiturage domicile-travail. Donc nous avons une application mobile qui réunit ces spécificités. Donc les 3 contraintes principales identifiées, ce sont les contraintes d'itinéraire, puisque sur du longue distance, on va pouvoir faire un détour de 15 minutes, voire même d'une demi-heure, puisque le trajet sera très long, alors que sur du domicile-travail, 5 minutes vont être très importantes. La deuxième contrainte sont les horaires variables, puisque un salarié va savoir peut-être à quelle heure il arrive le matin, mais pas forcément à quelle heure il va repartir le soir. Donc il est important de pouvoir proposer sur l'application un covoitureur le matin et potentiellement un covoitureur qui va être différent le soir. Donc c'est possible sur WhatsApp et on a une alerte en temps réel le soir qui permet de s'organiser dans la journée. La dernière spécificité, c'est le partage récurrent de petites sommes. Pour un trajet à longue distance, on va réserver son covoiturage comme on réserve par exemple un billet de train ou un billet d'avion. Sur le domicile-travail, c'est complètement différent puisqu'on va être en récurrence et on va devoir partager donc des sommes qui vont être réduites et qui vont peut-être être décidées un petit peu au dernier moment. Donc l'application va permettre ce partage de frais automatiquement et simplement sur l'application. Du coup, comment on arrive à fédérer les entreprises pour atteindre localement ces masses critiques qui rendent le covoiturage réellement une solution efficace? Donc il y a l'application dont je viens de vous parler, la technologie dédiée au covoiturage domicile-travail, mais il y a également le cercle de confiance qu'on crée grâce au partenariat avec les entreprises. Les entreprises ont 2 avantages. Elles ont celui d'avoir beaucoup de salariés qui se rendent vers un même endroit. Et donc, grâce à elles, on va pouvoir créer ces masses critiques. Et le deuxième avantage, c'est qu'elles permettent de créer des cercles de confiance, puisque les salariés vont être rassurés par le fait de connaître l'entreprise de la personne qui va les covoiturer. Et donc, ce cercle de confiance est vraiment très favorable au passage à l'acte. On observe qu'il y a 2 à 3 fois plus de passages à l'acte dans nos entreprises partenaires par rapport au grand public. Le troisième élément qui va être indissociable, ça va être la méthodologie d'accompagnement. On est sur une nouvelle pratique qu'il faut accompagner. Donc il y a vraiment un fort besoin en accompagnement au changement qu'on va faire avec les entreprises. Et on va aider les entreprises à vraiment valoriser le covoiturage à 360 degrés en leur donnant des leviers de ROI financier finalement qui va pouvoir leur faire voir les plans de mobilité réellement comme des opportunités. Donc pour vous donner 1 ou 2 exemples de valorisation, il y a par exemple l'attractivité RH, puisqu'on travaille avec des entreprises qui sont éloignées des transports en commun ou peu desservies. Et donc, on va leur permettre avec le covoiturage d'avoir une solution efficace pour leurs salariés. Et on va leur inciter à en parler dès les entretiens de recrutement afin de pouvoir recruter de nouveaux talents qui peuvent être freinés par le manque de desserte en zone périurbaine. Le deuxième exemple de valorisation avec les entreprises, ce sont par exemple les problématiques de parking. On a beaucoup de clients qui ont des problématiques de parking saturés ou qui sont amenés à réduire leur place de parking. Donc avec WhatsApp, on va leur permettre d'optimiser l'accès au parking en créant des parkings ou des places réservées aux covoitureurs. Donc, par exemple, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, avec lequel on travaille, nous avons mis en place un système de répartition de places de parking pour ces covoitureurs qui covoiturent à partir de 5 fois dans le mois. Ils vont avoir un badge qui va permettre automatiquement d'ouvrir un parking qui est spécifique.
c'est avec vraiment ces éléments-là, ces 3 éléments réunis qu'on arrive à créer ces masses critiques et à faire en sorte que 80% des inscrits trouvent des covoitureurs sur l'application. Pour vous donner un exemple assez parlant, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est le premier territoire sur lequel on s'est lancé en 2013, vous voyez sur la carte les inscrits à l'époque et le peu de trajets en covoiturage qui étaient alors effectifs. On a rencontré la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec laquelle on travaille depuis lors, et qui est assez précurseuse, puisque déjà à l'époque, elle mettait en place 4 plans de déplacement interentreprises sur son territoire. Aujourd'hui, en 2017, avec 4 entreprises partenaires et le travail avec la communauté d'agglomération, on a 3500 inscrits sur la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, vous voyez l'ensemble des trajets qui arrivent chaque matin en covoiturage sur le territoire. Donc, je vous ai beaucoup parlé de notre méthodologie avec les entreprises, mais aujourd'hui, on travaille également avec les collectivités. Aujourd'hui, il y a vraiment une problématique très forte qui se pose, qui est de pouvoir améliorer la desserte en transport en commun dans des zones périurbaines ou rurales, tout en baissant les coûts liés à cette mobilité, puisque les collectivités font face, d'une part, avec la réorganisation du territoire, à l'adhésion de nouvelles communes sur leur zone d'expertise, et à la fois aux baisses des dotations de l'État. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire du covoiturage domicile-travail un nouveau transport public subventionné qui va pouvoir répondre du coup à ce besoin croissant de mobilité tout en réduisant les coûts. On croit beaucoup, pourquoi on parle de trajet subventionné ? Parce que pour effectuer un report modal massif vers le covoiturage et convaincre une part très importante de la population, l'idée c'est de pouvoir avoir un trajet qui va être pour eux intéressant, y compris financièrement. Aujourd'hui, si on veut convaincre les autosolistes de passer au covoiturage, il faut les inciter aussi financièrement, puisque par exemple sur un trajet avec WazeUp qui va être à 10 centimes d'euros par kilomètre, le conducteur qui passerait passager va devoir payer 6 centimes au conducteur, et il aura l'impression que ça va être le même budget que le budget qu'il aurait mis en essence dans sa voiture, puisque les autres coûts sont souvent assez invisibles pour le conducteur. Donc l'idée, c'est avec des trajets subventionnés, et donc en conservant le gain financier pour le conducteur, mais avec une gratuité pour le passager, de pouvoir avoir un impact massif et donc de pouvoir avoir beaucoup plus de monde sur le covoiturage courte distance. C'est un moyen de transport qui va être aussi moins cher à mettre en place que les transports collectifs classiques, comme par exemple un bus qui va avoir des coûts fixes importants en termes de personnel et en termes de matériel. Avec le covoiturage, on propose finalement d'utiliser les ressources existantes qui sont déjà sur le territoire. C'est aussi donc une nouvelle forme de service public innovante et surtout dynamique, puisqu'en fait les réseaux vont se créer là où sont les habitants. Notre solution pour les territoires, c'est donc une application dédiée au covoiturage domicile-travail, un cofinancement public des trajets avec la collectivité qui peut aussi être partagé avec les entreprises, et un déploiement par les entreprises qui nous permettent de constituer des masses critiques locales. Quelques exemples pour conclure de notre travail avec les territoires, et des exemples assez intéressants. Je vous ai déjà parlé du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui développe d'ailleurs également une application multimodale dans laquelle le covoiturage WazeUp sera intégré. On croit beaucoup aussi à l'intégration du covoiturage dans ces plateformes multimodales. Pourquoi ? Parce qu'il faut rendre l'utilisateur consommateur de mobilité finalement, et c'est en ayant le choix et en pouvant comparer sur ces comparateurs les différents types de mobilité partagée qu'il pourra au mieux choisir à un moment donné en fonction de ses besoins et de ses critères, tels que le coût, les correspondances, etc. Dans l'agglomération de Tulle, en Corrèze, nous avons mis en place le covoiturage dans une zone d'activité éloignée du centre-ville et peu desservie. Et grâce à l'implémentation du covoiturage, nous avons pu réduire la fréquence d'un bus qui n'était pas rentable et peu utilisé. Et aujourd'hui, les usagers de cette ancienne ligne de bus utilisent le covoiturage, qui est en plus utilisé par de nouveaux salariés.
En Ile-de-France, l'opération qui est actuellement en place avec Ile-de-France Mobilité, donc tous ensemble pour le covoiturage, subventionne les trajets à hauteur de 2 € par trajet covoituré et a intégré également WazeUp dans la plateforme multimodale via Navigo. C'est vraiment quelque chose qui est massif, le cofinancement, puisque depuis le lancement de cette opération, on double chaque mois le volume des trajets sur l'application. Et enfin, dernier exemple, une expérience... 250 000 requêtes jour, c'est spectaculaire. Tout à fait. Tout à fait. Et enfin, dernier exemple avec une expérimentation que nous avons lancée en novembre avec Orléans Métropole, qui finance les trajets dans toute l'agglomération. Donc pour les salariés et habitants de la métropole, l'idée c'est de constituer les masses critiques avec des partenariats entreprises et en faire profiter l'ensemble des habitants par la suite grâce à une communication grand public qui va pouvoir rendre ce moyen de transport accessible à tous. Merci infiniment et bravo. Je crois qu'on peut applaudir pour cette initiative. Avant de donner la parole à Jean-Pierre Farandou, je voudrais proposer à Andrea Brucci to react briefly about the potential of local carpooling in metro area and the cost effectiveness for public support. Regarding public support for this kind of solution, how do you, what's briefly your reaction to the potential of local carpooling? Thank you. Yeah, of course, it's very positive reaction because this is exactly what we're looking for in this moment in Milan and hopefully one day in the rest of the metro areas of the country. That's the deal. I mean, if people in metro areas live very spread, actually even more spread away than they are, for example, in the banlieue, the point is to let them reach an important point on public transport like a station. Example given, for what concerns public transport, of course, we should, as planners, replan the new bus lines in order to have peripheral paths in order to connect different radials. But the same result can be achieved just guaranteeing people also using the sharing mobility and the shared cars as well. Even because if I'm taking a car and I'm going to go to a station, psychologically, I'm more eager to reach a destination which is on a, let's say, beltway line, beltway road, in which I can maybe drive more easily with less traffic, instead of always going to the radial axis, which is headed downtown, and shared or no, I'm expecting being stuck in traffic or somehow having problems like this. While when we move in circular ways, in general, by our experience, we are expecting a quicker trip to the destination point. Jean-Pierre Farandou, la parole est à vous, vous qui avez une vision un peu globale de par les différents métiers que vous avez à Keolis. Je vais réagir sur le covoiturage aussi parce que avec plaisir. Oui, avec plaisir. On amorce la conversation directement. On va revenir sur des choses plus classiques et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais non, il y a plein de bonnes choses là-dedans. D'abord, c'est la notion de partage. Je crois qu'il faut que tous qu'on se convainque, on l'a vu d'ailleurs dans l'étude, hein, la clé, c'est le partage. Si on veut s'attaquer à la congestion, il n'y a pas 36 manières de le faire. Il faut mettre plusieurs personnes dans la même voiture. C'est absolument clé. Donc la clé, c'est bien sûr de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique ou au gaz. Oui, mais la vraie clé, c'est le partage. Il faut vraiment qu'on se persuade de ça, dont les enjeux de comportement, de changement de comportement, ils sont absolument décisifs. Pour moi, c'est la vraie bataille mentale qu'il faut que nous conduisons tous ensemble, là où nous sommes, les pouvoirs publics, les opérateurs, les élus, les associations d'usagers, etc. C'est absolument la clé. Deuxièmement, ce que j'aime beaucoup aussi dans l'exemple, c'est que ça passe par les entreprises. Moi, je pense que une entreprise moderne a une politique de ressources humaines. Il y a des politiques de formation, de recrutement, etc. Il devrait y avoir de manière quasiment obligatoire une politique de prise en charge du déplacement des salariés. Il faut qu'une entreprise moderne réalise que le salarié démarre sa journée de travail quand il part de chez lui. C'est de la fatigue, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Donc je pense qu'une entreprise, quand elle encourage par exemple l'utilisation des sites de covoiturage, elle est vraiment dans le vrai. Voilà, donc ça c'est deux points très forts que je voudrais souligner parce qu'il me semble qu'ils sont au cœur de ce basculement vers une mobilité plus soutenable, plus citoyenne. Et je trouve que ces nouvelles formes de mobilité et de partage sont absolument clés.
Alors pour revenir maintenant à des choses plus classiques, puisque moi je fais partie de la vieille économie, hein, voilà, on est des vieilles entreprises. Donc comment les vieilles entreprises de transport s'adaptent à ces nouveaux défis de desserte et d'offres de transport, de solutions de mobilité dans ces territoires périurbains. D'abord, ces territoires périurbains, parfois, ont la chance d'avoir des lignes ferroviaires qui les traversent. On l'a vu à Milan d'ailleurs, hein, ça a été évoqué par Milan. Et quand on regarde les villes françaises ou le périurbain français, c'est souvent le cas. Quand on regarde les grandes villes, ce qu'on appelle les métropoles maintenant en France, Toulouse, Nantes, Strasbourg, etc., l'histoire nous a légué un réseau ferroviaire en étoile. Ce n'est pas une ligne, c'est souvent plusieurs lignes qui traversent ces lignes périurbaines. Là, l'enjeu, il est discuté avec les régions. Hein, les régions sont les autorités organisatrices des dessertes régionales. C'est de transformer chaque fois qu'on le peut ces TER en RER. Il faut vraiment penser ces lignes-là comme des lignes de RER traversantes, omnibus qui s'arrêtent souvent. Il faut peut-être réhabiliter d'ailleurs des haltes ou en créer d'autres pour qu'il y ait à la fois du maillage territorial et de la fréquence. Ça, c'est absolument clé parce qu'on n'a rien inventé de mieux que le train pour aller vite dans les centres-villes. Le train, il n'est pas gêné, hein, il a sa propre voie ferrée, il n'a pas d'obstacle, il peut monter à des vitesses élevées. Les matériels modernes permettent d'accélérer rapidement et de freiner rapidement, ce qui est compatible avec une desserte de type périurbain. On peut ne pas être terminus dans la gare centre, mais traverser et donc faire des lignes banlieue-banlieue qui sont traversantes par les centres-villes. On peut d'ailleurs au même moment réhabiliter les nombreuses gares qui sont dans les périmètres de transport urbain des villes. Je pense qu'une agglomération comme Lille ou Bordeaux, vous avez 20 ou 25 vieilles gares historiques dans ces agglomérations. Il tient qu'à nous de les réhabiliter. Certaines sont déjà vendues, mais il en reste encore quelques-unes. Oui, mais je pense qu'il faut aussi les réhabiliter. Voilà. Donc voilà, franchement, chaque fois qu'on pourra transformer le TER en RER, on fera beaucoup de bien à ces zones périurbaines. La deuxième idée, c'est la même, mais si on ne peut pas le faire en train, il faut le faire avec des solutions routières. Et là, on arrive à la voirie. Je pense que là, un thème qui m'est très cher, c'est du bon usage de la voirie. Il faut absolument que les élus en charge de la voirie aient le courage, il faut un certain courage, de prendre la voirie pour la donner au covoiturage, tout ce qui est partage, et à des systèmes de type BHNS. Le bus à haut niveau de service peut faire énormément de bien, j'allais dire, à la desserte de ces villes. On a maintenant des véhicules modernes, des véhicules électriques. Nous, par exemple, Keolis, on va lancer à Bayonne, on va lancer à Amiens, on va lancer à Pau. Donc on voit que ces villes moyennes, d'ailleurs, où le périurbain, peuvent vraiment se doter de ces lignes de solutions à base routière, mais le confort à bord ressemble plus à un tramway qu'à un bus classique. Donc ce sont vraiment d'excellentes solutions. Alors ça, ce sont des solutions radiales. Ça permet d'amener ces populations de ces zones périurbaines vers les centres-villes, avec parfois quand même un petit peu de périurbain à périurbain, en s'arrêtant le long de ces lignes-là. Il faut aussi penser à des solutions périurbain à périurbain ou banlieue-banlieue. Il y a énormément de déplacements qui aujourd'hui se font en voiture, parce que c'est quasiment la seule manière de le faire. À l'époque, j'avais fait une démonstration pour l'Île-de-France, mais elle peut se transposer aisément dans les périurbains de nos grandes métropoles françaises. C'était l'opération 1000 bus. Qu'est-ce qu'on fait avec 1000 bus ? Avec 1000 bus, on peut lancer 100 lignes, puisqu'il faut à peu près 10 véhicules, 10 bus, pour on appelle ça armer, hein, alimenter une ligne de bus. Vous avez besoin de 10 bus qui se suivent et qui font une ligne. Donc avec 1000 bus, on alimente 100 lignes. 100 lignes, une ligne transporte, en région parisienne en tout cas, peut-être un peu moins en province française, 8000 passagers par jour. 8000 passagers fois 100 lignes, c'est 800 000 passagers par jour. C'est autant qu'une grande ligne de RER. Voilà. Donc les solutions routières, quand elles sont intelligentes, peuvent aussi transporter énormément de monde. Autre avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, bien sûr, parce qu'en termes d'infrastructure, vous n'avez pas à investir des milliards dans des lignes ferroviaires, dans des souterrains, etc. Et enfin, ça va beaucoup plus vite à mettre en œuvre. Le Grand Paris, dont on parle beaucoup, on ne sait pas si on en verra le bout. Hein, ça va prendre des années. On commence à nous dire que c'est trop cher, qu'on ne va pas y arriver d'un coup. On nous prépare à ce que ça glisse dans le temps. On sera tous beaucoup plus vieux le jour où tout le Grand Paris sera terminé. Alors un Grand Paris en bus, en covoiturage. Mais bien sûr, en bus, en vélo. covoiturage. En bus, que je connais mieux, c'est 1 an. Vous décidez de faire l'opération 1000 bus 1 an plus tard. C'est en gros le temps de recrutement des conducteurs, c'est le temps de commande des véhicules. 1 an plus tard, vous avez ces 100 lignes de bus. 1 an de réaction. Toute autre solution prendra 10 ans. Enfin, ça fait de l'emploi, ce qui n'est pas complètement négligeable, puisque 100 lignes de bus, c'est environ, dans 1000 bus, c'est environ 2000 emplois. Vous créez de l'emploi local. Voilà, parce qu'un conducteur de bus, il ne va pas venir de Pologne ou il ne va pas venir de je ne sais pas où. Il sera quelqu'un qu'on va aller recruter dans les mêmes territoires d'ailleurs. Donc vous allez emporter en plus amener de l'emploi dans ces territoires. Donc franchement, je crois qu'il faut réhabiliter les solutions routières dans tous les styles.
du bus électrique à la voiture partagée dès lors qu'elle est partagée par du covoiturage. Il faut vraiment réfléchir et accélérer ces types de solutions. Deuxième idée, c'est l'intermodalité. Alors on en parle beaucoup, l'idée n'est pas neuve, hein. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on doit parler d'intermodalité. Honnêtement, on a progressé, mais pas tellement. Pas tellement. Pourquoi? Parce que d'abord, on se heurte au millefeuille des compétences administratives de ce pays. Ce pays adore empiler les strates administratives et forcément à la fin, voilà, on a du mal à se mettre d'accord puisqu'un pôle d'échange multimodal, une gare, va voir arriver des trains qui vont être gérés par la région ou le STIF, va voir arriver des bus qui peuvent être gérés par l'agglo, va voir arriver des cars qui peuvent être gérés par feu le département, ah maintenant c'est la région quand même, va voir arriver des covoiturages qui vont être eux gérés peut-être par des entreprises, etc. etc. Là, moi je fonde beaucoup d'espoir dans la loi NOTRe et j'appelle les régions françaises à prendre pleinement leurs responsabilités. C'est prévu par la loi, mais il faut aller au bout de la loi. Il faut vraiment que ces grandes régions, puisqu'on leur a donné la compétence de la mobilité dans leur territoire, assument complètement cette compétence et prennent les responsabilités. Et un exemple de preuve qui pourrait arriver très vite, ce sont les gares routières. On a vu l'essor des cars Macron, ce qu'on appelait les cars Macron, dans ces cars de longue distance qui ont connu un vrai succès, un peu comme le covoiturage. On a vu tout ça se faire. Tant mieux parce que ça donne des prestations de qualité à des coûts assez bas. Et on sait que les gens cherchent en ce moment des prestations à bas coût parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de gare pour embarquer les gens et débarquer les gens. Voilà un thème qui pourrait être repris par les régions, qui pourrait d'ailleurs mettre leurs pattes régionales et s'emparer de cette problématique et créer dans notre pays ou par région tout un réseau de gares routières plus sophistiqué dans les grandes villes et peut-être plus simple dans les territoires plus diffus. Mais nous avons besoin de doter notre pays de gares routières importantes. Troisième élément, et là on arrive d'ailleurs à quasiment des propositions dans le cadre des assises de la mobilité, puisqu'il se trouve que notre forum tombe bien, il est en plein dans la conclusion des assises. Moi j'en ai deux, j'ai deux propositions, parce qu'on voit très bien que l'intermodalité elle est d'abord physique, il faut avoir des lieux où on peut passer facilement d'un mode à l'autre, de la manière la plus simple possible et la plus fluide possible. Deuxièmement, il faut une intermodalité tarifaire, il faut qu'on arrive à se mettre, il faut qu'on puisse acheter simplement un titre de transport qui permet de passer d'un mode à l'autre, et là on tombe souvent sur deux sujets. On tombe sur ces fameuses collectivités qui ont du mal à s'entendre les unes avec les autres. Mais là, on peut avoir espoir qu'avec la loi NOTRe, la région arrive à faire en sorte que les choses se simplifient de par leurs compétences. Et deuxièmement, on tombe souvent, et ça on n'en parle pas beaucoup, sur des obstacles techniques. C'est-à-dire que les systèmes de billettique de chacun des modes ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Donc tout bêtement, quand vous voulez faire parler ces systèmes les uns avec les autres, vous n'y arrivez pas. Ou ça coûte très cher en matière d'interface technique. Mais moi, dans mes propositions pour les assises, et ça une loi pourrait très bien le faire, puisqu'une loi elle est là pour imposer des choses, imposer des normes, moi je verrais bien le gouvernement décider que dans 5 ans, il faut se donner un peu de temps, dans 5 ans, il y ait une seule norme, partout la même, pour l'ensemble des systèmes billettiques de notre pays. Si on avait la même norme, ben là, il n'y aurait plus de problème d'échange d'informations entre les systèmes, puisque ce serait la même norme. Voilà, par exemple, une mesure un peu coercitive. Les Pays-Bas l'ont fait. Les Pays-Bas ont pris cette décision il y a une dizaine d'années. Ben maintenant, aux Pays-Bas, c'est très très simple de faire l'intermodalité, puisqu'il n'y a plus d'obstacles techniques. Troisième idée aussi, c'est l'information. Parce qu'une fois qu'on a des lieux physiques, avec de l'offre qui permet de passer de l'une à l'autre, une fois qu'on s'est mis d'accord sur une manière simple d'acheter les titres de transport, il faut avoir l'information, et ça, l'information, c'est la plateforme digitale. La manière moderne d'avoir de l'information, il faut des plateformes. Et moi, l'idée que je suggère, c'est en tout cas, ça permet de lancer le débat, qui est le mieux placé pour faire en France une plateforme publique d'information multimodale? Eh bien, il y a un organisme que je connais bien, c'est la SNCF. La SNCF, c'est une entreprise publique. C'est 100% public. Et moi, je verrais bien le gouvernement demander à la SNCF, qui n'en est pas très loin, avec tous ces trains, ces TGV, ces trains régionaux, ces trains de banlieue, etc., de prendre le lead de la production d'une plateforme multimodale publique, avec la gouvernance qui va bien, bien évidemment, la gouvernance publique qui va bien, elle en est très près. Et je pense qu'elle pourrait apporter une solution. Si ce n'est pas quelqu'un qui le fait venant du monde public en France, c'est Google qui finira pour mettre d'accord. Il faut juste choisir. Est-ce qu'on fait le choix dans ce pays d'une plateforme publique avec une gouvernance publique, ou bien est-ce qu'on ne le fait pas? Et dans ce cas-là, d'une manière ou d'une autre, et peut-être plus vite qu'on ne le croit, ce sont les GAFA qui nous mettront d'accord. Voilà un peu les éléments que j'amène au débat. Et je pense que c'est le bon moment d'avoir des idées et c'est le bon moment d'en discuter. Excellent, bravo. Merci. Oui.
Merci pour la richesse de vos cas de présentation et puis pour votre enthousiasme aussi. Moi, j'ai plein de questions à poser, mais comme il reste un quart d'heure, je propose de passer, vous passer la parole. Donc, qui veut se lancer? C'est bien, on est pas mal. On a un bon quart d'heure pour les questions. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je ne sais pas. Ici, là okay. Bonjour, donc Joanne Osseni. Moi, je travaille dans les services de l'État. Et là, dans les discussions, moi, j'ai beaucoup apprécié les propositions. Et par contre, je ne trouvais pas la prise en compte de l'évolution qu'on aura justement avec la voiture autonome, qui va arriver très vite aussi. Je pense que dans 5 ans, on va commencer à avoir un processus un peu d'industrialisation voilà, de ce nouveau mode de transport et comment ça interagit justement avec voilà, les propositions qui sont proposées. Merci. Qui veut se lancer? Peut-être Francisco. Je sens que Francisco a des choses à dire sur le sujet. Je sais même. Réponse simple en 3 parties. La première, là, pourquoi, je réponds là d'une façon très concrète, là, pourquoi nous n'avons pas étudié la voiture autonome. Raison numéro 1, on était sur le moyen terme, donc on avait dit c'est environ 10 ans. Oui, vous dites 5 ans. Il y a 5 ans, on disait aussi 5 ans. Donc, peut-être que la prochaine fois, ça va être encore 5 ans. Donc, il y avait là une question là, des temporalités. La deuxième raison, c'est que je n'ai pas eu le temps de le dire, là, mais on n'avait pas là, la prétention d'étudier là, toutes les manières possibles là, de résoudre le problème qui était le nôtre là, dans le périurbain. Le problème qui était le nôtre était réduire les émissions de CO2. Et là, j'arrive à la troisième. C'est loin d'être certain que la voiture autonome va réduire les émissions de CO2. Nous, on a essayé de se concentrer sur des manières. C'est une problématique très particulière. Là. Il y a des gens qui sont en train là, de résoudre là, le problème, par exemple, de la congestion. Congestion, ça n'a rien à voir avec résoudre le problème du CO2. La congestion, aujourd'hui, c'est la seule manière que nous avons trouvé là, de réguler le flux des voitures. C'est l'allié dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, aujourd'hui, on enlève la congestion, on est dans une situation désastreuse. L'autonomie vise, par exemple, à réduire la congestion. L'autonomie vise à permettre à quelqu'un d'habiter à Maubeuge et dormir pendant tout le trajet, pendant qu'il roule à Saint-Quentin en Yvelines. Donc, ce sont des manières là, formidables d'atteindre peut-être un tas d'autres objectifs. Réduire le CO2, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Oui, Jean-Pierre Farandou. Effectivement, je pense qu'il y a le débat sur le délai. Effectivement, aujourd'hui, on voit que les choses sont quand même pas si simples avant d'envisager la massification d'usage de véhicules autonomes. Et deuxièmement, dans le véhicule autonome, vous avez les 2 usages. Il y a la substitution à la voiture individuelle, ce que dit Francisco, c'est-à-dire en tant qu'individu de particulier, au lieu de vous acheter une voiture avec un volant, un jour vous pourrez vous acheter une voiture sans volant. Donc effectivement, le temps à bord, du coup, sera changé. Il y aura un rapport au temps, un rapport à l'usage qui sera complètement transformé puisque votre temps ne sera pas consommé à conduire une voiture et donc vous pourrez faire tout un tas d'autres choses à bord de votre voiture. Premièrement, bon, ça c'est du côté de l'usage individuel de la voiture. Du côté collectif, en fait, il faut être clair, ce que ça change, c'est le coût. C'est le coût parce qu'aujourd'hui, vous avez des conducteurs dans des bus, vous avez des conducteurs dans des cars, vous avez des conducteurs dans des trains. Le jour où vous avez la voiture autonome, vous supprimez le coût du conducteur. Voilà, donc il y a un impact économique, il y a un impact social d'ailleurs au passage aussi. Il va falloir expliquer qu'est-ce qu'on fait des milliers et des milliers de conducteurs. Mais ça, bon, réputons ce sujet résolu, qui n'est pas complètement simple quand même. Et effectivement, ça va rendre... C'est-à-dire que les solutions routières à base de voitures seront encore moins coûteuses. Donc il est évident qu'un covoiturage sans chauffeur... D'ailleurs, c'est plus vraiment du... Enfin, oui, c'est plus vraiment du covoiturage puisque vous n'avez plus de chauffeur. C'est un usage partagé de la voiture. Il est certain que... Et là encore, vous aurez 2 variantes. Vous aurez des flottes de robotaxis. Nous connaîtrons dans... Allez, moi j'ai dit 10 ans. Vous voyez, moi j'ai dit 10 ans. Je pense que les flottes de robotaxis arriveront. Et vous aurez 2 modèles économiques. Dans les grandes villes, comme Paris par exemple, il y aura suffisamment de clients pour que les recettes payées par ces clients paient les coûts de ce service. Qui délivrera ce service, je ne sais pas d'ailleurs. On ne sait pas trop qui seront les acteurs de ce monde-là. On verra bien. Par contre, je pense que dans des territoires moins denses, ces véhicules, quand même, il faudra les payer, il faudra les acheter, il faudra les maintenir. Il y a quand même des coûts qui sont là derrière. Le nombre d'usagers ne sera pas suffisant, donc il faudra passer par une forme de subvention. Donc là encore, vous aurez 2 grands business models. Ça sera autoporteur à Londres, à Milan, à Paris.
peut-être à Lyon, à Marseille, mais assez rapidement, dans des zones plus périurbaines, vous n'avez pas assez de densité et dont là, à nouveau, se posera la question de la subvention. Voilà, donc ça, voilà à peu près ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de problématiques, mais c'est encore un peu devant nous. Et je pense qu'il ne faut pas attendre ce seuil-là avant d'apporter des réponses. Ce qu'on a dit aujourd'hui, ce sont des réponses qui peuvent arriver très vite. Donc je crois qu'il faut d'abord passer par ces réponses plus de court terme et se préparer effectivement à l'apport du véhicule autonome d'ici quelques années. Très bien. Ah, un mot. Pour conclure rapidement, effectivement, nous on pense aussi que la voiture autonome, elle va vraiment permettre de favoriser la mobilité partagée, puisqu'on parlait de changement d'habitude tout à l'heure, et en fait au niveau des comportements, l'attachement à la voiture individuelle, c'est aussi l'attachement à la conduite. Donc demain, avec des voitures autonomes sont conduites, on peut supposer qu'on sera tout un chacun plus davantage prêt à partager notre voiture, et donc ça va favoriser la mutualisation et le partage de notre véhicule. Après, je rejoins ce qu'ont dit Monsieur Farandou, notamment, à savoir que ça viendra dans un certain nombre d'années, et en attendant, la solution pour nous, c'est de partager l'existant avec la voiture, mais dans le cadre, bien sûr, de covoiturage et de partage de ressources existantes. Très bien. Une autre question ? Merci. Dans les solutions proposées par Florian Ray et par Jean-Pierre Farandou, à la fin, il faut passer par des plateformes Internet ou par un portable. Or, en France, il y a 20 à 25% de la population qui est en difficulté, soit physiquement, soit intellectuellement, soit financièrement, et qui ne sait pas se débrouiller avec ça. Donc, est-ce que dans l'avenir, ils seront exclus ou est-ce qu'on va arriver à faire une mobilité inclusive ? Très bonne question. Qui veut se lancer là-dessus ? Juste une petite précision là dans l'étude. Vous vous souvenez quand j'ai présenté là les calculs des coûts, et il y avait là le coût du covoiturage qui était assez faible par rapport au gain. Dans ce coût-là, qu'on ne le voit pas parce que l'échelle est tellement petite, il y a là nous sommes partis là de la base et qu'il y a un certain pourcentage de la population dont vous venez de parler qui n'a pas accès aux technologies, parfois pour des questions cognitives, etc., culturelles. Et donc, nous avons mis là dans les coûts des centres d'appel où on peut, par exemple, appeler avec un téléphone, donc faire ce qu'on fait avec une appli, le faire avec un téléphone. Tout ça pour dire là, qu'au moins d'un point de vue strictement là, économique, même si on crée là des centres d'appel avec des gens qu'il faut payer des salaires, ça reste une solution intéressante. Une autre réaction ? Oui, mais Jean-Pierre, il est bien faire la provocation, donc c'est pour ça que c'est intéressant toujours de débattre avec lui. Bien sûr que la mobilité publique, elle doit être inclusive, c'est le sens même du service public, on parle de service public là. Voilà, donc c'est consubstantiel au service public d'être ouvert à toutes les populations, y compris les situations fragiles et en situation de handicap, bien évidemment. Je pense que donc la réponse en matière de service, c'est qu'il ne faut pas opposer à la fois des réponses en plateforme digitale qui me paraissent incontournables, voilà, à compléter bien évidemment par des centres d'appel. Alors après, encore faut-il avoir un téléphone, hein, on peut pousser voilà, pour appeler, encore faut-il avoir un téléphone. Je pense que bien sûr, tout ce qui est personnes à mobilité réduite, il faudra continuer à avoir des services spécialisés pour les personnes à mobilité réduite, mais c'est quasiment du sur-mesure. C'est-à-dire que dans la gamme des solutions de mobilité, il y aura des solutions organisées pour le plus grand nombre, et par rapport aux populations fragiles, et tu as raison de le souligner, qui sont nombreuses. Je crois qu'on oublie effectivement que dans notre pays, on a beaucoup de populations en situation de fragilité qui se déclinent, fragilité physique, fragilité mentale, fragilité par rapport à la langue française. On a plus de gens qu'on ne le croit qui ne sont pas du tout à l'aise avec le français, avec toutes les conséquences que ça a en matière d'information écrite, par exemple, etc. Donc bien évidemment, une politique de mobilité publique doit être complète. Donc là, aujourd'hui, on met en avant c'est-à-dire la trame de l'organisation principale, qui est assez multiple d'ailleurs en matière de réponse, hein, on le voit bien. Mais bien évidemment, il faudra aller au bout de ce raisonnement et veiller à ce que chaque catégorie de population ait une réponse adaptée à son besoin, bien sûr. D'autres questions ? Oui, Pierre Toulouse, coordination interministérielle pour le développement de la marche et de l'usage du vélo. Puisqu'on parle d'inclusion, les voies-bus BHNS en site propre que vous appelez de vos voeux, quelle que soit la fréquence des bus, restent des espaces urbains
vide pendant 90% du temps. Je me demande, et on connaît beaucoup de freins à l'utilisation de ces voies par les cyclistes, par exemple. Alors, je donne un exemple concret. Je suis désolé pour ceux qui n'habitent pas l'Île-de-France, mais si vous voulez aller aujourd'hui à vélo de Créteil à Antony, deux chefs-lieux de départements limitrophes, la seule solution réellement faisable correctement à vélo, c'est d'utiliser la voie du Transval-de-Marne, qui est un BHNS à haute fréquence. Et malgré tout, la haute fréquence fait qu'il y a de très longs espaces sans personne. Donc c'est des espaces inutilisés et je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui se payer le luxe en ville d'avoir des espaces inutilisés. Alors la cohabitation vélo-transport collectif, elle a prouvé dans les centres-villes qu'elle est faisable. On évoque des problèmes techniques sur la partie banlieue ou périurbaine. Moi, je pense que c'est des faux problèmes qui peuvent en tout cas se trouver des résolutions techniques. Et donc, je voudrais poser la question à M. Ferrandou de savoir s'ils envisagent de lever ces blocages qu'on connaît sur le partage des voies bus avec les vélos. Oui, j'ajoute d'un mot, on n'a pas beaucoup parlé du vélo jusqu'à présent. Et dans l'étude que le Shift Project a publiée, c'est vrai que le vélo a le potentiel plausiblement le plus important. Donc voilà, c'était juste pour remettre cette... Oui, alors on va commencer peut-être par ces 2 minutes sur le vélo, parce qu'effectivement on en a un peu parlé, alors qu'il a un potentiel très important, notamment tout ce qui est décarbonation. L'impact du vélo, de l'usage massif du vélo est très spectaculaire. Hein. Donc c'est vrai que et notre pays, on sait, a devant lui un potentiel important quand on le compare avec des pays qui ne sont pas si éloignés du nôtre. On voit qu'on peut certainement avoir beaucoup plus de déplacements qui se font en vélo. L'arrivée du vélo électrique aussi ouvre la voie à un usage différent. Il y a des gens qui ont peut-être moins de capacité physique avec un vélo électrique peuvent se permettre de faire des trajets en vélo. Donc on est bien d'accord qu'il faut des politiques vélo. Sur la cohabitation du vélo et des modes de transport collectif, honnêtement, j'y suis défavorable. Ça va finir avec des accidents. Vous allez avoir 2 impacts. Moi je ne veux pas avoir de mort. Hein. Vous êtes, tout le monde est gentil, mais le jour où un car ou un bus percute un vélo, on en reparlera. Et ce sont les opérateurs de cars et de bus qui seront en responsabilité. Premièrement, pour ne pas avoir d'accident, il faut réduire la vitesse des cars et des bus. C'est contre-productif. L'élément majeur de la performance à la fois commerciale et industrielle d'une flotte de véhicules collectifs, ça s'appelle la vitesse commerciale. Voilà, donc tout ce qui réduit la vitesse commerciale. D'ailleurs, je voudrais qu'on reparle des voies sur berge et de leurs effets de la vitesse commerciale sur la RATP. Moi, ça m'intéresserait de le savoir. C'est une information taboue. Moi, j'aimerais bien la voir. Je pense que, voilà, donc ça, je suis désolé de ne pas être démagogique avec vous et de ne pas aller dans votre sens. Mais sachez que moi, je suis contre, pour des raisons de sécurité et pour des raisons d'efficacité, de mixer l'usage de la même voirie pour des vélos et pour des modes de transport collectif. Par contre, où je vous soutiendrai, où vous m'aurez à vos côtés, c'est pour qu'il y ait des voiries spécialisées pour les vélos. Il y a trop de voiries pour les voitures, il n'y en a pas assez pour les transports collectifs, il n'y en a pas assez pour les voitures partagées, il n'y en a pas assez pour les vélos. C'est ça la bataille. Et dans ce cas-là, on sera dans le même camp. Par contre, si vous opposez la voirie pour les vélos à la voirie pour les modes de transport collectifs ou les voitures partagées, si vous commencez à les faire rouler à 15 à l'heure en suivant des vélos, ben vous allez avoir un problème d'efficacité. Voilà, donc moi, je ne suis pas donc d'accord avec vous. Par contre, je vous soutiendrai pour qu'il y ait le plus possible de voies dédiées pour les vélos. Voilà. Francisco, un mot, comment est-ce qu'on peut développer sainement les systèmes vélo? Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que tu as en tête quand tu parles de système vélo? Oui. Non, on ne va pas rentrer là dans tous les détails. Le point clé là pour nous, c'était l'échelle, comme j'ai dit là tout à l'heure. Donc évidemment, là, il faut avoir le vélo et comme n'importe quel autre système de transport, personne ne penserait à s'acheter une rame des tramways sans le rail, quoi. Et le vélo pour être efficace. Je ne parle pas du vélo. Aujourd'hui, pour cadrer un tout petit peu les choses, nous sommes à environ 1% là, des parts modales de vélo dans les zones périurbaines et pour les villes comme Paris, on dépasse le 3%, un truc comme ça, Pierre. Donc on est vraiment très très loin là, des chiffres là qu'on pourrait avoir. Donc il est essentiel de créer cette infrastructure. Je vous raconte là une liste des réponses, là une anecdote avec Clémence. Nous sommes allés là, voir là, les cellules du Forum métropolitain du Grand Paris. Et il y avait un accueil plutôt favorable là, à l'étude globalement et à cette idée là, de développer là, le vélo, y compris dans le périurbain. Qui parfois, là, les gens disent « Non, mais les distances sont extrêmement longues. » Oui, elles sont plus longues qu'à Paris, mais elles ne sont pas si longues que ça. Et en plus, il y a le VAE, etc. Et c'est cette dame qui nous dit... pardon, le vélo assistance électrique. Et cette dame qui nous dit, une dame très comme il faut, qui est élue, qui nous dit moi je suis tout à fait favorable au vélo, comme tout le monde, mais
vous devez comprendre là que dans le périurbain, nous avons un problème d'espace. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que dans sa vision là, des choses, elle ne pouvait même pas envisager cette réaffectation là, de cet espace qui nous appartient à nous tous. Et en faveur, là, par exemple, on parle des transports des Marnes, là, transport public ou du vélo, etc. Donc elle était dans une logique plutôt d'ajouter, de laisser tout ce système voiture là tel qu'il est, et d'ajouter, si possible, une petite piste cyclable sympa pour les vélos, qui sont des gens sympas, nous le savons tous. Et le grand combat est de réaffecter, pas de créer là, des voies un peu partout, mais de réaffecter l'espace. C'est un combat que nous avons eu il y a 20 ans, quand on commence à faire là, des projets des tramways, et Dieu sait qu'il fallait expliquer que cette voie réservée, en France on était très dans le site propre, cette voie réservée pour les tramways, oui, elle avait l'air vide, oui, la plupart du temps, mais elle transportait plus de monde que ce même espace dédié aux voitures. C'était très peu facile à comprendre, c'est très peu intuitif. Et donc, il fallait se battre pour dire, là, oui, il faut laisser là, cet espace vide et l'occuper une fois tous les 6 minutes avec un tramway, parce que ça va donner là, plus de gens qui passent par ces tuyaux que si vous mettez des bagnoles. Et pour le vélo, ça va être exactement là, le même combat. De dire là, que l'efficacité, on est en World Efficiency ici, l'efficacité du vélo en termes d'utilisation de l'espace va être bien supérieure à l'efficacité de l'espace dédié à la voiture. Et je crois que c'est là, c'est un des combats, c'est la réaffectation de l'espace public, pas de créer là, des voitures là, à côté pour les gens qui vont enfiler là, des vêtements ridicules et faire un peu de vélo là, le samedi, mais pour les gens qui vont taffer là, tous les jours là, en utilisant le vélo. Donc ça, c'est une réaffectation de l'espace, réaffectation pour les transports publics, pour le vélo. Et après, là, la question, vous avez fait allusion, là, quand vous avez parlé là, de cette notion là, des subventions pour le covoiturage. Il y a encore quelques années, il y avait Ecov qui parlait c'est aussi une société de covoiturage. Depuis le début, là, leur slogan, je crois, était là, le covoiturage est un transport public. Bon, aujourd'hui, il y a Caros qui dit ça, il y a aujourd'hui WazeUp qui dit ça, etc. Qu'est-ce que ça expose? D'une part, c'est quelque chose de génial qu'on intègre le covoiturage à cette pensée des collectivités. Les collectivités, c'est nous tous d'ailleurs, hein, c'est nous. Qu'on intègre tout ça, ça me semble génial. And in addition, they've been exploited like main way for cycling paths. There's a very positive example. It's called Martesana. It's one of these longest navigli. It's a channel which is it's more than 30 kilometers long in the east, and then it, of course, going underground to reach the city. Along all its lengths, there's a very nice and enjoyable cycle path. Green environment, close to residential districts, but very accessible. And in many cases, it's still used to get to the city by bike. I mean, the few bikers we have, in most of cases, they use these, we call them green spokes. Green spokes in the sense that the city is the hub, and this green spokes is composed by channel, cycle paths, and green environment around, and qualifying element for the suburban districts. How do you scale up this potential? To scale up, the fact is, of course, we need more. We need more, and also in this case, in Sustainable Mobility Plan, we are oriented to create new relationship, but even in this case, it's not radial anymore, but peripheral, orbitals. And this is the main challenge so far. Of course, there's a background which has to be created, the culture of cycling. We are very far away from being Amsterdam. In the peripheral area, at least, it's easier to cycle because the traffic is not so bad, it's not so intense, or at least you can find secondary or tertiary roadways in which, I mean, you can cycle and stay together with cars with no problems at all. In the city, this is impossible so far. We have cycle paths, but sometimes they are invaded by traffic in any case. The main challenge is exactly this one: individuate peripheral or orbital segments to connect significantly polarities and railway station, and of course create the bike stations next to the main railway and metro station going out. It's not that expensive considering the It is investment that we put in. It is not that expensive. The biggest, even because like you remember my cakes before, also the cycle slice is increasing. In fact, I mean we're making progresses.
also for not only for bikers but also for bike sharing. Bike sharing has been really successful, and we had several bike sharings. We have the municipal one, which is the standard with these very heavy bikes, very recognizable. But then we had the private one. What is still missing, really, once again, is the culture. I mean, unfortunately, we have to change and moderate drive styles, because nowadays sometimes they're really frightening for poor cycles. And yeah, I think that's the main challenge. Economically, it's not expensive at all. We have been hitting cost-benefit analysis. They were having absolutely positive effect, and in fact, the business is increasing. But the cultural challenge is much harder to meet. So we need a political support to keep on this route. Bon, ben, merci beaucoup. On va s'arrêter là, malheureusement. Ben, je crois qu'on a donné quelques pistes pour encourager le changement culturel qu'on a tous décrit, que vous avez tous décrit avec talent et passion. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup et remercier l'audience. Merci. Au revoir.